Cette vidéo porte sur la relation qu'il y a entre le volume, la pression et la température quand on considère un gaz à l'intérieur d'un réservoir hermétique. Parce qu'avec un réservoir ouvert, rien de tout ça va s'appliquer. Donc ici, on voit des exemples de réservoirs hermétiques. Puis il y en a à volume constant, à volume variable, il y en a à parois rigides ou parois flexibles, c'est pas grave. L'important, c'est que leur paroi ne laisse pas passer de l'air ou d'un gaz, soit pour s'en échapper, soit pour en entrer. Et la relation qu'il faut faire entre ces trois paramètres-là, c'est que la pression fois le volume divisé par la température égale une constante. Donc, si on fait, par exemple, si on réduit le volume, comme ça ici, vous allez voir que la pression va augmenter, ici. On voit aussi que la température elle augmente parce que, voyez-vous, il y a beaucoup plus de collisions entre les atomes, donc il y a beaucoup d'énergie, de friction et d'émis dans le système. Tout ce qui est la partie énergie, c'est quoi l'énergie qui est rentrée, qui sort du système? Ça fait plus partie de la branche de la thermodynamique. Si vous voulez voir le travail qui peut être fait avec l'énergie emmagasinée là-dedans, dans la compression, c'est plus le cycle de Carnot. Mais nous, pour la pneumatique, on n'a pas à s'en tenir à ça. Il faut juste comprendre que la pression fois le volume divisé par le temps reste constant. Donc oui, en compressant le réservoir ou en ratissant ou en augmentant la pression, on a fait augmenter la température. Mais si on refroidissait le réservoir pour amener la même température initiale, soit 20 degrés Celsius, on se trouve à avoir assumé, on se trouve à avoir fait comme si la température était restée constante, ici. Puis la relation de pression fois le volume est restée un peu la même. Fait que oui, on a augmenté la pression tout en gardant la même température, puis on a la relation PV sur T égale une constante. Ça, c'est le principe qu'il faut comprendre. Maintenant, l'équation PV sur T est égale à une constante peut être aussi interprétée de la façon suivante. C'est que si, mettons, on a un état 1 ici, on a une certaine pression, certains volumes, certaines températures, bien, on peut savoir qu'est-ce qui va se passer à l'état 2 si on connaît certains de ces éléments. Fait que si, puis la relation entre les deux, bien, ça va être, mettons, la pression à l'état 1 fois le volume à l'état 1 sur la température à l'état 1 va être égale à la pression à l'état 2 fois le volume à l'état 2 sur la température à l'état 2. Donc, si on connaît, par exemple, on connaît la pression, le volume et la température à l'état 1, puis on connaît aussi le volume et la température à l'état 2, bien, on peut facilement dire que la pression à l'état 2 va être égale à P1V1 sur T1. Puis là, il faut juste isoler P2 ici, donc on fait fois T2 sur V2. Fait qu'on va être capable de prédire quelle va être la pression ici si on connaît le reste des éléments. Mais il faut faire attention, pour que l'équation fonctionne, il faut avoir le bon système de référence et les bonnes unités. Par système de référence, j'entends que, par exemple, la pression doit être faite par rapport au vide absolu. Fait qu'on ne peut pas descendre plus bas que le zéro absolu en termes de pression. C'est la même chose en termes de température. Voyez-vous, ici, on est à 1 Kelvin, le simulateur ne descend pas plus que 1, mais voyez-vous, à 1 Kelvin, les atomes ne bougent même plus, il n'y a plus d'énergie du tout dans le système. Alors que quand on réchauffe un petit peu les atomes, bien là, ils peuvent commencer à bouger, puis il y a un petit peu plus de vie. Donc, pour ce qui est de la température, il faut juste s'assurer d'être soit en degrés Kelvin ou en degrés Rankine. Pour transformer les degrés Kelvin, le Celsius en degrés Kelvin, il faut juste simplement additionner 273,15 à la température en degrés Celsius. Il a été établi que 0 degrés Celsius, c'était la température de congélation de l'eau. Puis, bien, en fin de compte, le 0 degré Celsius correspondait à 273 degrés de plus que la température de zéro énergie. C'est un peu le même principe pour les Fahrenheit versus les degrés Rankine. Donc, il faut toujours être en degrés Kelvin ou Rankine. On ne peut pas être en Celsius, sinon ça ne fonctionnera pas. Si, admettons, on avait un contenant avec 0 molécule dedans, on aurait 0 molécules, donc on serait le vide absolu. Par contre, si dans l'univers, pas l'univers, mais l'environnement dans lequel on vit, il y a des molécules déjà, puis si on prenait un réservoir puis on enfermait ça comme ça ici, on aurait la même pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, si on branchait un manomètre dessus, bien, le manomètre indiquerait 0 PSI, par exemple, parce qu'il y a la même pression ici.
Mais ça veut dire qu'il y a quand même des molécules dedans, fait qu'il y a déjà une pression. Fait que si on veut transférer le 0 PSI en pression atmosphérique, bien, il faut rajouter 14,7 PSI. Fait que ça, c'est la condition standard, on dit que à 0 PSI gauge, qui est comme le manomètre, ou 0 PSI manométrique, c'est égal à 14,7. Bon, je vais l'écrire mieux que ça. C'est égal à 14,7 PSI absolu. Ça veut dire que juste le fait qu'il y ait beaucoup de molécules comme ça dans l'air, c'est la pression qu'on a. Donc, si on a un réservoir, par exemple, qu'on dit la pression est de 100 PSI, souvent PSI gauge, mettons, ou PSI manométrique, bien, on sait que la pression absolue va être égale à 114,7 PSI. PSI absolu. Puis un système impérial, c'est la même chose. Un système métrique plutôt. C'est que la pression 0 kPa gauge ou manométrique va être égal à 101,3 kPa absolu. Donc, ça veut juste dire que si, par exemple, on dit qu'on a une pression de 100 PSI, mettons qu'on vient un système impérial, on a 100 PSI, mais dans la formule, pour mettre 100, il faut mettre vraiment la pression atmosphérique, absolue, c'est-à-dire. Si on fait un exemple, on peut dire, exemple, on a un vérin avec une pression de 300 kPa au manomètre, avec une température de 20 degrés Celsius puis un volume de 2 mètres cubes. Ça va être quoi la pression au manomètre? Si la pression dans la condition numéro 2 est à 30 degrés Celsius puis avec un nouveau volume de 1 mètre cube. Donc, il faut commencer par trouver P1, V1 et T1. On les connaît, donc 300 kPa. Si on ajoute 101,3 pour tomber en pression absolue, ça donne 301,3, c'est notre P1. La température, au point en Kelvin, c'est 20 degrés Celsius plus 273,15 pour tomber à 293,15 degrés Kelvin. Ça va être notre T1 qui va être égal à ça. Puis le volume, on l'a directement, c'est 2 mètres cubes. Donc, on a déjà notre équation, nos paramètres de la condition 1. Pour la condition 2, bien, la pression, on ne la connaît pas, mais la température, 30 degrés Celsius plus 273,15, il donne 303,15 Kelvin, puis le volume, il est rendu à 1 mètre cube. Donc, un coup qu'on a ces informations-là, on peut le mettre dans notre équation ici, P1V1 sur T1 est égal à P2V2 sur T2. Puis là, il faut juste isoler P2, qui donne P1V1 sur T1 fois T2 sur V2. Puis là, ben, on fait juste rentrer les chiffres qu'on a trouvés, puis ça donnait 522 kPa à la pression manométrique. Ça donne 623,15 à l'absolu. Mais si on veut savoir c'est quoi la pression au manomètre, bien, il faut enlever le 101,3. Il faut absolument passer par les pressions absolues puis les températures absolues pour finir par trouver la bonne réponse ici. Ben, j'espère que c'est clair.